Je pense qu'on a tous un background exceptionnel avec les années. T'sais, l'histoire de la plupart des humains est fascinante, est intéressante. Puis il y en a qui vivent des affaires qui sont spectaculaires, qui sont intéressantes à écouter. D'autres peut-être un peu moins, mais en bout de ligne, c'est ça que je suis en train de réaliser aujourd'hui à l'aube de mes 49 ans. C'est qu'on a tous une histoire qui est tantôt difficile, tantôt très agréable, tantôt pas souhaitable. Les gens me croisaient et me disaient « Je peux-tu te faire juste un câlin? » tu sais. Puis parmi les premières, je serais même pas capable de le raconter, mais moi j'ai traversé les États-Unis au complet en moto à l'âge de 18 ans. Je suis parti. Wow! C'était quoi le bicycle? J'avais un GS 750. OK. À 18 ans, je suis parti en diagonale, donc mettons Las Vegas jusqu'à Los Angeles. Je suis remonté après ça, puis j'ai retraversé le Canada pour revenir. Quel trip tout incroyable, seul. Hein? Ouais. J'ai vécu pas mal d'affaires, dans le fond. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un autre épisode de L'Art aux Jazz. Aujourd'hui, on a un invité vraiment particulier, une personne incroyable que j'ai appris à découvrir en faisant mes recherches sur l'émission. Je sais pas par où commencer pour commencer à le décrire. Tout le monde au Québec, vous le connaissez comme un grand acteur, un comédien, un sportif extrême. Il y a rien qu'il a pas fait. Puis ici, aujourd'hui, on va en parler. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le seul et l'unique Guillaume Lemaitre-Vierge. C'est une belle intro. Ah, Puis tu as respecté à la lettre tout ce que je t'avais envoyé. Hein? Ouais, c'est ça. On commence ça en force. Merci beaucoup. Mais c'est vrai. C'est gentil. Puis je pense même pas que ça te rend hommage vraiment à l'intro, parce que tu as quand même un background assez spectaculaire. Hein? Depuis quel âge que tu fais de la télévision? Je pense 8 ans, Moi, j'ai commencé à 6 ans à faire de la télévision. Mais, tu sais, je pense qu'on a tous un background exceptionnel avec les années. Tu sais, l'histoire de la plupart des humains est fascinante, est intéressante. Puis il y en a qui vivent des affaires qui sont spectaculaires, qui sont intéressantes à écouter. D'autres peut-être un peu moins. Mais en bout de ligne, c'est ça que je suis en train de réaliser aujourd'hui à l'aube de mes 49 ans. C'est qu'on a tous une histoire qui est tantôt difficile, tantôt très agréable, tantôt pas souhaitable. Tu sais, c'est une expérience. C'est vraiment une expérience, la vie. Puis c'est ça que je suis en train de me rendre compte. Puis dans les expériences, ben c'est vraiment toi qui vas faire en sorte qu'elles deviennent belles, qu'elles deviennent un challenge, qu'elles deviennent un cauchemar. Puis en tout cas, c'est un bel apprentissage continuel. Ma mère disait, ça prend la vie pour apprendre à vivre. Puis c'est vrai que ça prend la vie pour apprendre à vivre. Puis j'ai l'impression que quand tu le comprends, c'est l'heure de mourir ou presque. Puis qu'il faut que tu essaies d'aller chercher cette information-là le plus tôt possible pour être capable d'être bien le plus longtemps possible dans ta vie. Bref, c'est intéressant que tu aies créé ce truc-là pour qu'on puisse jaser. Moi aussi, j'aime ça jaser beaucoup. C'est jaser, ben, donner une plateforme aussi aux gens. Tu sais, moi, il y a pas tu sais, c'est mon podcast, c'est moi qui le finance. Tu sais, fait qu'il y aura pas jamais de censure ici. On dit ce qu'on veut. Puis ça, pour moi, c'est important aussi, parce que je crois fondamentalement que la libre expression, c'est une des bases de la société qui fait en sorte que on va prospérer comme société, d'être capable de s'exprimer de la façon qu'on veut. Bien sûr. Évidemment, jamais dans la haine ou vouloir du mal sur quelqu'un, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme toi qui souhaite que la libre expression existe, qu'est-ce qui fait selon toi qu'il y en a de moins en moins de possibilités de s'exprimer librement? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société pour qu'on ait si peur que ça de pouvoir avoir une opinion différente? C'est fascinant. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas. J'aurais tendance à dire que peut-être les réseaux sociaux, peut-être que je sais pas. Toi, tu penses que c'est les réseaux sociaux? Ben, c'est intéressant comme question. Moi aussi, j'ai pas plus la réponse. J'aime poser des questions. Je suis un curieux. Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que les réseaux sociaux, c'est justement une plateforme d'expression qui est la plus libre? Et on dit que les réseaux sociaux sont responsables du fait qu'on n'a plus le droit à notre liberté d'expression. Mais en même temps, c'est là où tout le monde peut s'exprimer sans avoir de conséquences. Ouais. Dans le sens où
T'as des conséquences si t'es connu. Si t'es pas connu, t'as pas de conséquences vraiment. Fait que tu peux insulter quelqu'un, tu peux envoyer chier la madame ou bien dire que t'es pas d'accord avec ci ou ça. Quand t'es connu, par exemple, là, tu te trouves à avoir une responsabilité qui dépasse la vérité de ce que tu es. Puis c'est ça, moi, que je suis en train de réaliser dans ma vie. C'est que, d'ailleurs, aujourd'hui, je t'avertis, je vais peser mes mots, je vais réfléchir peut-être un peu plus longtemps avant de parler, pour la simple et bonne raison que ça devient une arme que tu as dans les mains, la liberté d'expression pour quelqu'un qui est connu. Fait que ce soit un journaliste, que ce soit quelqu'un qui annonce les nouvelles, que ce soit quelqu'un qui est juste... qui a une notoriété assez grande, qui fait en sorte que les gens l'écoutent. Puis écouter quelqu'un, ça veut pas dire que tu comprends ce qu'il dit. Ça veut juste dire que tu l'écoutes parce qu'il est connu. Ah, un tel va parler. Fait que en ce moment, que ce soit Legault, Trump, Musk, Poilievre, on l'écoute. Parce qu'il est connu, mais ça veut pas dire qu'on va comprendre, puis ça veut pas dire qu'on va être d'accord avec ce qu'il va dire. Par contre, la langue de bois qu'on a accepté avec le temps, c'est quelque chose qui va, je crois, nous détruire rapidement. Là, on est à la veille de ça pour moi. C'est très, 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 très inquiétant de catégoriser les gens de par ce qu'ils pensent. Parce que quand on a une discussion, on est capable vite de désamorcer, je trouve. Mettons que tu me dirais, moi, je pense que ça devrait pas avoir lieu. Oh, mettons, t'es contre la peine de mort. Ah, OK, c'est un exemple. T'es contre la peine de mort, parle-moi. Dis-moi pourquoi. Je veux comprendre pourquoi t'es contre. Puis après ça, si moi, je te dis, moi, je suis pour. Ce qui est intéressant, c'est que tu me dises, pourquoi t'es pour? Ouais. Raconte-moi ça. Et juste en commençant la discussion, on dirait que tout se dénoue. Puis là, tu recommences à faire ce qu'un humain est fait dans le fond pour faire, c'est-à-dire de communiquer. On nous a enseigné, on enseigne à nos enfants à communiquer le plus vite possible, comprendre ce que l'autre a voulu dire. Puis comme adulte, on donne probablement le pire exemple de ce qui existe en termes de communication. Je peux t'en parler parce que moi, ça va faire presque 1 an que j'ai parlé à personne parce que je sens que tout ce que je peux dire peut se retrouver dans les mains de gens malveillants qui vont l'utiliser pour créer de la controverse. C'est comme si on s'ennuyait tellement dans nos vies respectives qu'on a besoin que ça chire d'un bord ou que ça parte de l'autre. C'est comme si on se sentait vivant, tu sais. Ah oui, c'est triste, mais hein. Puis, comme là, c'est vraiment la première grosse... pas grosse, mais c'est la première sortie un peu que tu fais depuis 1 an. Oui. T'as fait une annonce avec les meubles RD quand même? Oui, effectivement. J'ai fait un commercial avec Meubles RD qui ont été très ouverts d'esprit, très sympathiques d'accepter que je fasse une pub avec eux. Ça veut dire qu'ils avaient décelé à travers tout ce qu'on a entendu parce que, bon... Je vais pas revenir en détail parce que je me prépare probablement à revenir puis à expliquer en détail tout ce qui s'est passé. Mais à la base, ce que je peux réitérer, comme j'ai dit déjà dans une vidéo qui a suivi le vidéo que j'avais fait avec l'arbre puis où il était écrit nigga dessus, qui voudrait dire nigger, selon la traduction de ce qu'on m'a expliqué. Et en faisant moi un jeu de mots avec boulot et travail, on a fait une association, travailler comme un nègre. Donc ça c'est le rough de l'histoire là. Et je viens de nommer le mot en plus. Ça peut peut-être être très, très, très dangereux, mais je le nomme parce qu'il n'a pas été barré du dictionnaire, à ce que je sache. Et ça fait partie aussi de la culture. On va parler des fois de nègre blanc d'Amérique. Il y a un livre qui a été nommé là-dessus. Fait que pour moi, de commencer à avoir peur des mots, c'est une façon de se tirer une balle dans le pied si c'est pas dans la tête. Vraiment. Parce que on peut pas nier l'histoire qui a existé. Puis si tu veux parler d'esclavagisme ou si tu veux parler de racisme, de vrai racisme, et si tu peux pas employer les mots, ben là, comment tu fais pour communiquer? Bref, les Meubles RD ont eu l'ouverture d'esprit de dire, de ce que je décèle de cette personne-là, il n'est pas la personne qui a été dépeint par les médias. Il n'est pas la personne qui a été dépeint par les réseaux sociaux. Mais là, encore une fois, il faut faire attention parce que quand on regarde les réseaux sociaux, et qu'on fait, je vais te donner un exemple bien simple. Si je te dis, dans les réseaux sociaux, les gens détestent le pont Champlain. Samuel de Champlain. Là, tu vas me dire, ah bon? Ah oui, écoute, les gens, là, ils sont pas capables. Ils l'haïssent pour mourir, ils disent qu'il est mal fait.
là, le premier réflexe que tu devrais avoir si tu reçois l'information, c'est de me dire, ah bon, combien de personnes ont mentionné ça? Et tu as vu ça sur combien de réseaux sociaux? Et la question avait été posée par qui? À partir du moment où tu décortiques tout ça, tu te rends compte que, oh, non, c'est pas la même histoire, là. Parce que quand tu écoutes chaque personne et que tu es capable de faire une moyenne, ça veut dire que tu as consulté chaque commentaire de chaque personne qui ont dit qu'ils n'aimaient pas le pont Champlain. Faut que tu aies beaucoup de temps pour faire ça. Alors, tu vas comprendre ma logique. Quand on dit de moi, oh, les réseaux sociaux s'enflamment, on dit que Guillaume le Métivierge est raciste, par exemple, tu es un média qui donne une information. Et à partir du moment où tu donnes cette information-là, ton devoir, c'est d'être allé vérifier si effectivement il y a tant de personnes qui ont nommé et qui ont dit, selon moi, lui, il est raciste. Et encore là, sous quel prétexte ils vont s'y appuyer? Souvent, c'est qu'on est des suiveurs, les humains. Hein, on va suivre tout le temps la masse, puis on va suivre ce que la majorité vont penser ou ce qu'on va nous dire que la majorité pense. Parce qu'il y a plein que, tu sais, comme moi, le premier, là, ce qui est arrivé avec le boulot, je m'en fous complètement. Ça m'a pas dérangé, mais pas une seconde, tu sais, je veux dire. Fait que. En fait, c'est dérangeant si tu sais qu'une personne a envie de faire une blague à un moment où c'est un mot qui n'est plus nommé jamais. On fait attention. C'est pas nécessaire de le nommer quand ce n'est pas. Tu sais, quand tu peux l'éviter, puis je comprends la communauté de vouloir bannir ce mot-là, même si je suis pas en accord, comme je disais tantôt. Par contre, si on ne se tourne pas vers qui est réellement la personne qu'on accuse, là, on est complètement fait. Parce que ça veut dire que ton cheminement, ça veut dire que tes actions réelles que tu as posées toute ta vie peuvent être balayées d'un coup, parce que certaines personnes ont décidé de faire de toi quelqu'un de dangereux raciste, mais tant qu'à faire, on peut être Hitler demain matin, puis on peut être Staline, puis on peut être devenir tout d'un coup des gens malveillants parce que quelqu'un a décidé de nous pointer en disant, et quand les médias en rajoutent, ben là, à ce moment-là, c'est l'extermination, puis c'est la destruction. Puis il faut jamais oublier que quelqu'un qui est détruit, quelqu'un qui est malmené, quelqu'un qui est intimidé, l'intimidation, ce que ça fait, faut pas oublier une chose. Quand tu as une gang dans une école qui intimide souvent quelqu'un de plus faible, qui a de la misère à se défendre, ce que ça crée un Georges Saint-Pierre. Ça crée un homme qui, un jour, prend sa revanche. Lui, il l'a fait d'une façon intelligente. Il a pris des cours de karaté, mais rendu dans l'arène, il a calissé des volets solides à des gens devant lui de par sa haine, sa frustration. Ça, c'est une belle version d'une intimidation qui s'est bien terminée parce que Georges racontait qu'il a recroisé une des personnes qui l'intimidait le plus, qui était rendue dans la rue. On appelle ça un beau karma, une belle histoire. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et moi, le premier, pour avoir été très malmené par plusieurs médias, mon réflexe premier n'est pas de les prendre dans mes bras. Mon réflexe premier est de vivre une frustration, une colère. Normal. Et la colère peut nous amener à faire des choses qui sont très graves. Parce que c'est pas comme, tu sais, je trouve ça tellement, c'est pour ça que ta cause me tient particulièrement à cœur, parce que t'as fait des choses pour des organismes caritatifs, t'as animé des événements où ce que t'as donné de ton temps, où ce que, tu sais, t'as tellement fait de belles choses que là, il y a une chose un peu nounoun tant qu'à moi qui arrive, puis que là, tout le monde te fait passer pour la méchante personne, tu sais. Fait que je trouve ça difficile pour toi. Puis comment toi, tu l'as vécu, ça? Ben, comme je te dis, tu sais, moi, très jeune, mon père a accepté que je devienne porte-parole de l'UNICEF à une condition, c'était que l'UNICEF m'amène en Afrique. Fait qu'on est allé en Côte d'Ivoire, on est allé au Mali, on est allé creuser des puits dans un village pour encourager les gens. Puis aussi, il disait, c'est que quand il va revenir au Québec, son métier de porte-parole va être plus senti. On n'aura pas besoin de lui mettre des textes en bouche puis de le sensibiliser. On va aller lui montrer comment ça se passe en Afrique quand tu as un village qui n'a pas d'eau courante, que les jeunes sont obligés de marcher. Il va le voir de ses propres yeux. Fait que j'ai fait ça. J'ai été dans
tous les organismes, parce que le but, c'est pas non plus de s'en aller vers... Je veux pas essayer de défendre le fait que j'ai donc aidé la communauté noire. J'ai aidé le plus de communautés possible, mais entre autres, la communauté noire, mon père et ma mère ont habité en Haïti. Ils m'ont tellement parlé d'Haïti souvent. On a plein d'amis de la communauté haïtienne qui ont gravi autour de notre famille. Tu sais, moi, chez nous, là, ce n'était pas possible d'envisager que tu exclues quelqu'un sauf un imbécile. C'était ça. C'était s'il y a quelqu'un qui est imbécile, la couleur de peau a aucune importance s'il n'y a pas sa place par rapport au respect, par rapport à l'ouverture, par rapport à l'inclusion. Moi, ça, c'est des mots que j'ai entendus. Mes parents étaient des hippies très marginaux, mais déjà dans les années, là, que ce soit une femme ou un homme au pouvoir, ça n'a aucune importance. C'est la compétence qui compte. Ma mère était une orthopédagogue. Elle était extrêmement ouverte d'esprit. Mon père aussi. Mon père est décédé aujourd'hui. Mon père a eu des histoires avec des trans noirs. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu fais... Puis ça, c'était surtout dans ce temps-là. Discussions. Oh non, écoute, puis ça, c'était ouvert dans nos discussions familiales. Tu sais, je savais que mes parents étaient un couple ouvert. Alors, quand aujourd'hui, on dit de moi que je suis un homme raciste et intolérant, et même Varda a nommé KKK, le Ku Klux Klan, mais faut-tu être tarte en hostie pour nommer quelque chose comme ça quand c'est... Parce que c'est mesquin. Mais c'est croche, c'est mesquin, là, c'est injuste, c'est stupide, c'est vraiment stupide parce que il y a des gens qui sont absolument nécessaire dans ta vie. Puis quand je dis dans ta vie, ça veut dire dans ta société. Les gens qui fonctionnent de façon honnête, les gens qui fonctionnent de façon respectueuse, les gens qui ont des belles valeurs, qui vont être là, par exemple, si dans la cour d'école, ton enfant se fait malmener, c'est un parent, il n'y a pas d'affaires dans l'école, mais il va aller accrocher le petit ou la petite qui est en train de brasser ton kid, puis il va dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Laisse-le tranquille, qu'est-ce qui s'est passé? » Les humains qui vont se mêler de pas leurs affaires, mais pour protéger un autre humain, que ce soit de donner 20 pièces au lieu de donner 50 cents. Moi, c'est ce que je fais régulièrement, puis je dis pas ça pour me vanter, mais un itinérant qui arrive à côté de moi, il dit, j'ai faim, je le regarde dans les yeux, t'as-tu vraiment faim? Oui. Prends 20 pièces puis il va t'acheter un lunch. Moi, pour moi, c'est d'aider quelqu'un à côté de moi, tu sais, puis c'est la logique. Tu peux pas éliminer quelqu'un qui a cette espèce de base-là dans la société, parce que si tu tasses ces gens-là, c'est que tu laisses plus de place au pouvoir à ceux qui ont une belle parole, mais qui n'ont rien de ressenti, qui n'ont rien de réel de ce qu'ils sont profondément. Fait que oui, ça m'a frustré parce que, en plus, la communauté, écoute, j'ai des amis noirs, acteurs, qui m'ont complètement abandonné, là, mais tu peux pas savoir à quel point, là. Pas un retour d'appel, puis c'est du monde avec qui, puis je vais pas nommer, mais il va se reconnaître en esti, avec qui je me suis crissé tout nu sur la scène pendant des shows et des shows et des shows à faire rire le monde. Tu fais, attends une minute, là. Moi, je joue la game de façon honnête. Je fais écoute, je vis quelque chose qui est une... Marcel Leboeuf nommait souvent des synchronicités incroyables. Il dit, des fois, la vie t'amène à vivre quelque chose, puis là, tu le racontes. Écoute, le monde est rempli d'anecdotes. Tu veux compter quelque chose, tu dis, écoute bien ça. Là, conte-moi pas que tu avais de la place au parking quand t'es arrivé. Là, ça, c'est inintéressant. Mais là, raconte-moi que t'es arrivé, il y a quelque chose qui est tombé à côté de toi. J'ai croisé la personne avec qui j'allais au secondaire. On était assis ensemble dans le métro. J'ai fait, c'est quoi les chances? Ça, c'est le genre d'affaires qu'on raconte, qu'on aime écouter, qu'on est passionné de ça. Mais la fois que c'est quelque chose qui fait en sorte que ça te met dans le trouble, parce que moi, c'est ça qui s'est passé, je fais, hey, c'est quoi les chances que je me ramasse dans une forêt? Ben, c'est pas une forêt au milieu de nulle part. Je suis dans une trail, je suis dans une montagne. Et puis, je fais, qu'est-ce que je ferais? Je vais faire un jeu de mots, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Puis, il faut savoir que moi, les réseaux sociaux, j'ai pas un bon rapport avec les réseaux sociaux. Je trouve pas ça nécessaire. Ça m'amuse pas d'envoyer des vidéos. Je le fais pour essayer de garder une certaine communauté, parce que la réalité de notre métier veut que si t'as
plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui te suivent. Ah, ben, c'est le fun. Pourrais-tu le mettre sur tes réseaux sociaux que tu fais telle ou telle émission, tu sais? Fait que c'est pratique. C'est un outil de promotion. Ouais. Fait que moi, ben, il faut que je fasse des vidéos pour garder la communauté qui vont scroller puis de temps en temps tomber sur moi. Puis je décide de faire une vidéo en faisant un jeu de mots avec... Au début, je voulais faire un jeu de mots avec un arbre. Être, l'arbre être. Je dis être ou ne pas être. Puis, j'étais même pas sûr de trouver un être. Je sais pas si je suis pas un horticulteur, là. Fait que je me tourne vers le boulot, puis j'ai mes lunettes, puis je fais mon gag pseudo-poche, tout à fait d'accord, mais qui a rien à voir. Moi, j'ai jamais lu. Hey, mets-toi à ma place une seconde. J'ai des amis, j'ai une conscience. Je sors d'un épisode où, parce que j'ai pensé différemment au niveau de la vaccination, je me suis fait déjà mitrailler. Je vais-tu consciemment aller faire une blague avec le mot en haine ou quoi? 3-4 personnes vont dire « Ah, ah, ah! » Mais voyons, je suis pas imbécile. Je suis téméraire, mais pas suicidaire. Alors, quand je fais des moves, par exemple, les Gémeaux, genre, j'y reviendrai après. Tout ça pour dire que je ne suis pas quelqu'un qui veut ni blesser, ni me suicider, ni faire mal à ma femme, ni faire mal à mes enfants, ni provoquer un mouvement complètement inutile dans les médias, dans la société, dans les petits garçons et fillettes noirs qui m'ont vu à Ramdam. Je leur ferai une blague en disant, tiens, je ris de l'esclavagisme qui existait à une autre époque. Voyons. Mais non, c'est pas toi, ça. C'est pas toi, puis c'est triste parce que ça l'affecte pas juste toi, toute cette histoire-là. Hein? Corrige-moi si j'ai tort, mais ça l'affecte ta famille, ça l'affecte tes amis sûrement. Ça doit pas être évident, là. Ça affecte ce genre d'affaires-là, ce genre de cancellation-là, parce qu'on l'a vu pour plusieurs raisons différentes. On l'a vu dans notre Québec, on l'a vu que ce soit avec Joël, que ce soit avec Marie-Pierre, que ce soit avec Julien Lacroix, que ce soit... La cancellation avec une raison qui appartient seulement à ceux qui décident d'en faire quelque chose de grave. Hein? C'est comme si les juges devenaient, on ne sait pas qui, mais s'ils jugent que ça, c'est assez grave pour éliminer une personne, évidemment que cette personne-là vit quelque chose d'extrêmement difficile avec tout son entourage, avec sa blonde, avec ses enfants, avec ses amis, avec tout le monde. C'est quelque chose de très, très, très intense et de très lourd parce que il faut savoir que de se faire tasser d'un groupe. Puis là, ici, on parle d'une société. Fait que tu te fais tasser même de la société, tu sais. Moi, j'allais faire mon épicerie, puis là, j'étais rendu que je me cachais. Puis là, les gens me croisaient et disaient, je peux-tu te faire juste un câlin, tu sais. Puis parmi les premières, je serais même pas capable de le raconter, mais parmi les premières, c'est Annie, la prof d'éducation physique de mon fils à l'école, tu sais, qui est une personne noire qui me voit un matin puis qui fait « Viens ici ». Ça doit être libérateur, ça aussi, ce moment-là. En fait, c'est que tu as besoin que quelqu'un de cette communauté-là fasse « Je vois ton cœur. Je sais qui tu es. » Puis ça, c'est quelqu'un qui me connaît pas parce que j'ai un grand chum, Gardy Fury, que j'adore, qui est comme un frère, que j'ai aidé par rapport à son entreprise, là, j'en reparlerai plus tard, mais qui, lui, quand c'est arrivé, il est débarqué chez nous tout de suite, puis il m'a pris dans ses bras, puis... Mais tout le monde s'est trouvé à être pris entre l'arbre et l'écorce, pour faire de mauvais jeux de mots cette fois-là, écoute, imagine quand tu peux même pas prendre la défense de ton chum, de ton mari. Par peur de se faire canceller aussi. Parce que moi aussi, je vais me faire ramasser. Imagine, j'ai perdu des grands amis qui m'ont pas cru, puis qui ont dit, ah non, mais là, je peux plus être associé à toi. C'est extrêmement grave. Ce que j'allais dire tantôt, c'est quand tu te fais sortir d'un groupe, notre mémoire de longue date, c'est qu'à l'époque, quand tu te faisais sortir du groupe, c'était la mort assurée. Parce que le fait
de faire partie d'un groupe, d'une communauté, ben on pouvait s'entraider, on pouvait partager la nourriture, on pouvait partager le logement, on pouvait être capable de survivre par rapport aux intempéries, que ce soit de la météo, que ce soit un gros animal qui pouvait nous attaquer. Là, à une autre époque, c'était ça. De te faire sortir du groupe, c'était une mort assurée. Mais c'est comme si c'est demeuré dans notre mémoire profonde. Et à un moment donné, c'est que tu sens que tu es en train de mourir. Parce que les gens ne t'acceptent plus. Déjà que ça doit être extrêmement difficile quand tu as fait une gaffe volontaire, là, que je parle de commettre un crime. Mais quand tu n'as rien fait de mal, il y a quelque chose qui est extrêmement déstabilisant, de violent. Intérieurement, là, c'est comme si tes respirations devenaient des lames de rasoir. Tu respires puis ça brûle à l'intérieur. C'est très... c'est une période très difficile à traverser. Puis les gens n'ont aucune conscience de ce que c'est tant qu'ils l'ont pas vécu. Et ce qui est triste de ceux qui se permettent de continuer à être violents, c'est que ils sont pas conscients qu'un jour, eux aussi peuvent subir ce tort-là, cette conséquence gravissime-là, parce que personne n'est à l'abri, finalement. C'est comme de dire, on peut maintenant éliminer quelqu'un qui n'a pas vu quelqu'un qui était à côté de lui dans son angle mort. On va dire que lui, c'est un dangereux, puis il a voulu faire mal à l'autre, et voilà, c'est réglé. Et là, on passe à un autre appel. C'est drôlement grave dans notre société qu'on ait de la misère à juste... Écoute, on pardonne des gens qui ont fait des crimes extrêmement graves beaucoup plus facilement qu'on puisse pardonner à des gens qui ont commis à peu près rien. Pense-y comme il faut. Là, c'est quoi la balance du... Que devient la justice à ce moment-là? Il y a un manquement dans la société, clairement, à un certain point. Là. Flagrant. Puis que quelqu'un, par exemple, comme nos dirigeants, que ce soit M. Legault, que ce soit M. Trudeau, que les dirigeants ne se mêlent pas plus de ce fléau-là, c'est un manque grave à leur responsabilité de pères de famille qu'on nous dit constamment qu'ils ont et qu'ils doivent faire. C'est ça leur job, c'est ça leur mandat. C'est d'éviter des chicanes. Tu veux pas diviser un peuple. À moins que tu veuilles le contrôler. Là, permets-moi d'avoir un doute. Si tu laisses des trucs comme ça arriver, ça veut dire que tu acceptes que le peuple se divise entre lui-même. Pourquoi? Parce que diviser pour mieux régner, c'est une vieille phrase qu'on connaît tous, puis que quand tu le vois, ben tu fais « Ah, c'est ça qu'il est en train de faire dans le fond. Il est en train de laisser les gens se diviser. » C'est extrêmement grave. Fait que voilà, pour répondre à ta question, c'est tout c'est pas évident, ben sache que pour ce que ça vaut, là, je suis avec toi à 100% là-dedans. Je trouve que tu as été très injustement traité. T'as un bon cœur, t'as un bon message, t'as de bonnes intentions. Puis ça, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent, ils vont le ressentir aussi. On arrête l'émission pour vous parler de notre commanditaire principal, les Entretiens Raven. Spécialisés en nettoyage intérieur qu'extérieur, lavage de fenêtres, gouttières, lavage complet du printemps, bref, tous vos besoins d'entretien ménager à un seul endroit. Donc, contactez le numéro au bas de l'écran ou envoyez un courriel pour recevoir une soumission gratuite. Merci et de retour à l'émission. Mais là, ce qui est j'imagine, puis corrige-moi si j'ai tort, mais ce qui est encore plus difficile, c'est que, mettons, il y a eu la vague du COVID, que, ben, premièrement, on va en parler. Comment est-ce que tu te sens face au fait que les hauts dirigeants sont revenus à dire, ben, finalement, les procédures de distanciation, ben, c'est prouvé que c'était pas si bon que ça, que le masque nous protégeait pas tant que ça au COVID. Malgré tout ça, à ce moment-là, toi, t'as été censuré de partout. Comment est-ce que tu l'as vécu puis comment tu le vis aujourd'hui, ça? Comment je l'ai vécu? J'aurais envie de répondre à ça en deuxième partie de ma réponse. La première réponse à avoir, c'est toi, comment tu l'as vécu? Comment les gens, aujourd'hui, ont vécu le fait qu'on ne sait pas bien, on n'a pas eu la bonne information. Et avec raison, parce qu'on nous a parlé comme si on était des imbéciles ou des enfants de 4 ans.
Non pas que les enfants de 4 ans soient imbéciles, mais c'est qu'on peut leur faire passer pas mal n'importe quoi. Quand moi, j'ai commencé à réaliser, et je me suis rendu compte tout seul comme un grand garçon, quand j'ai commencé à réaliser que ce qu'on me disait, c'était du n'importe quoi. Quand on m'a dit, tu sais, il y a quelque chose de bien simple, là. C'est de la logique même, là. En tant que gouvernement, tu me dis, le vaccin ne t'empêchera pas d'avoir le COVID. Il va seulement te protéger de la maladie grave, mais il t'empêchera pas de transmettre. À partir de ces informations-là qui sont de base, comment peux-tu essayer de convaincre toute la population que tout le monde doit le prendre? Je répète, ça n'empêche pas la transmission, ça t'empêchera pas de l'avoir, mais ça va t'empêcher que ça devienne grave. Mais ceux qui font la maladie grave, ils ont 80 ans en moyenne. Ouais. Moi, juste avec ça, j'en avais assez. J'en avais assez pour faire. Puis même s'il y avait moins que ça, t'avais le droit d'en avoir assez avant ça aussi. Ben, je veux dire, depuis quand on dit à quelqu'un, si t'as mal à la tête, là, prends des aspirines, puis je te dis, prends des aspirines. Ben, je vais te donner un hot dog, que tu prennes des aspirines. Je te dis, prends-en. Hey, à un moment donné, ça veut dire que t'as pas assez mal à la tête pour en prendre des aspirines. Si tu prends pas des aspirines, je te coupe ta paye. Je te coupe ta paye, je t'empêche de voyager, tu vas plus au restaurant, tu vas plus au cinéma, tu peux pas aller voir ta mère mourante. Non, c'est... Et je commence le bal en vous disant à tous et chacun, ne prenez pas les masques. Ne prenez pas les masques. Vous savez pas comment ça fonctionne. Ouais. Vous savez pas comment. Je revois Arruda encore dans son vidéo. Il nous dit, ouais, non, vous allez toucher, vous allez vous contaminer, vous allez toucher là, vous allez vous contaminer. Prenez pas les masques. Ne prenez pas les masques. 1 mois plus tard, ou 2, maximum, prenez les masques. Ouais. Là, prenez les masques. Mais on est quoi? On est dans la maison de fou d'Astérix, là? C'est n'importe quoi. Ça a été très mal géré. Moi, j'étais dans l'armée avant. Là. J'étais 14 ans dans les forces avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Et puis, j'ai des habits à bois qui ont servi en Afghanistan, qui ont eu des missions de guerre. Ils ont battu pour leur pays. Ils ont laissé des séquelles complètement incroyables. Ils voulaient pas le vaccin. Merci, bye-bye. Pas de paye, pas de pension, pas rien. Du jour au lendemain, ils sont tous retrouvés à la porte. Parce qu'ils voulaient pas le vaccin. Pas parce qu'ils voulaient pas le vaccin. Puis c'est là l'enjeu de notre discussion qui devient extrêmement lourde, puis qui va faire que le Guillaume le Métivierge qu'on est habitué de voir, très boblé, puis qui fait des farces, puis qui fait rire les gens, puis qu'on a dit, qu'on m'a demandé on m'a demandé d'atténuer ma personnalité qui vient avec une réflexion. On m'a dit, demeure le chien de cirque qu'on a connu, fait des pirouettes, puis fait rire les gens, mais ne nous oblige pas à être en train de réfléchir à quelque chose si c'est trop lourd. Mais c'est plus fort que moi, faut croire, parce que peut-être que la deuxième portion de ma vie ne sera plus de divertir les gens d'une façon olé et légère. Oui, parce que j'aime la comédie, puis je veux en faire, puis on pourra aborder le sujet plus tard. Mais à la base, ce que tu nommes, ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu prendre le vaccin. C'est juste qu'ils ont pensé différemment. Ils ont réfléchi. Parce que quelle est la raison pour laquelle quelqu'un ne voulait pas un vaccin? Ben, la première, c'est peut-être parce qu'il pensait que c'était pas nécessaire pour lui. Pour penser que c'est pas nécessaire pour toi, tu es obligé d'avoir une certaine forme de réflexion. Tu es obligé d'analyser un peu le COVID. Tu es obligé de poser des questions. Tu es obligé d'écouter des gens qui parlent du COVID, qui parlent de la maladie, qui expliquent, mais non pas « ça fait peur, c'est dangereux, vous allez tous mourir, attention, attention ». Attends une minute. Donne-moi plus d'informations. Parle-moi, nourris-moi. Donc, ce sont des gens qui ont simplement pensé autrement. Et comme par hasard, on dit qu'on est dans une société ouverte. Le wokisme dit il faut être ouvert, il faut être inclusif, il faut accepter LGBTQ, il faut accepter qu'il y a plusieurs sexes. Il n'y en a pas juste 2, comme si c'était une aberration de dire il y a 2 sexes. Mais nomme-moi un 3e, j'en connais pas. Vas-y, là, je t'écoute. Puis je suis bien prête à t'entendre. Tu me dirais que tu as vu une secoupe volante hier. Je te promets, je te regarde, je te dis, ben, mon Dieu, raconte-moi ça. C'est ça. Je suis là. Mais là, si tu veux m'inventer que non, mais attends, revenons à la base. Puis après ça, bien sûr qu'il y a des gens qui vont
sentir qu'ils sont plus une femme, qu'ils sont plus un homme, qu'ils sont entre les deux, que c'est pas clair encore. Oui, bien sûr, mais si on revient à la biologie encore, je repose la même question. Il y a combien de sexes? Ben, il y a le masculin puis il y a le féminin. OK. Ben, je joue entre les deux là-dedans, puis j'ai pas de problème avec ça. Mm-hmm. Mais de dire que moi, je suis un homme fermé d'esprit, parce que je dis, là, je réfléchis par rapport au vaccin, et je me dis, il me semble que je suis jeune, je suis en forme, je fais attention à moi. Tu me dis que si je le prends, je peux pas empêcher la transmission, donc ça sert un peu à rien. Je protège pas vraiment mon beau-père, là. Mm-hmm. Je protège personne, en fait. C'est juste moi. Mais tu me dis que c'est pour pas que je me ramasse dans les hôpitaux, mais dans les hôpitaux, écoute, ça déborde, puis il y a juste des attentes, puis il y a juste des, tu sais, les urgences bondées de monde, puis tu fais, attends une minute, moi, je vais prendre mon temps pour réfléchir, puis allez-y. Puis au début, on nous a vendu ça en disant, à 75% de la population, on va avoir l'immunité collective qu'on appelle, parce qu'il y en a qui vont l'attraper, puis là, ils vont se créer des anticorps comme c'est un vrai vaccin. C'est pas on a eu de l'ARN messager, mais on peut pas appeler ça un vaccin. Quand on s'informe un peu avec des gens, parce qu'ici au Québec, on avait une infirmière, une pharmacienne, on avait des généralistes, puis on avait des politiciens. Ça, c'était nos experts. Moi, c'est ça les gens qui m'ont dit, non, faut que tu le prennes. Puis là, en plus, je vous dis, là, puis on va descendre la courbe. Ouais, on va la descendre la courbe. Mais pas une comptine tant qu'à faire, parce que là tu es en train de me parler comme si j'avais 4-5 ans, à la maternelle. Alors que, quand tu écoutais des médecins français, des médecins québécois aussi, des chercheurs qui travaillent à l'université, comme M. Provost, puis des gens qui t'expliquaient le pourquoi du comment ça fonctionne, l'ARN messager ici et ça. Et le docteur Raoult en France. Et puis Perron qui dit non, je suis pas un anti-vax, au contraire, j'ai été là pour promouvoir les vaccins. Mais celui-là, Et là, je reviens à nos experts québécois qui me tapent sur la courbe comme ça, puis qui me disent, là, on a eu un vent dominant, alors c'est pour ça que les gens en manifestation, ils l'ont pas eu. Mais me preniez-vous pour un imbécile? Mm-hmm. Et moi, il n'y a rien de pire que tu peux faire que de me prendre pour un cave. Mm-hmm. Parce que j'ai peut-être la prétention de penser que j'en suis pas un. Mm-hmm. Pas dans tous les domaines. Pas complètement. Puis tu sais, moi, je saute en parachute, j'ai 2500 sauts dans le corps. Incroyable. Ça fait 2500 fois que je me pitche en bas d'un avion, une mort assurée si j'ai pas un bon équipement. Alors, la précaution, c'est quelque chose que je trouve très important. Mm-hmm. J'ai pas envie de mourir, moi, dans la vie. Je vais être là longtemps pour mes enfants. Mais c'est sûr que je vais porter un parachute. Alors, si j'étais convaincu que ta maladie était si grave que ça, puis que t'as pas laissé mourir des milliers de personnes âgées parce que leur famille ne pouvait plus aller s'en occuper, on interdisait, sous prétexte de les protéger, laisse-les mourir en petites boules déshydratées dans leur chambre. C'est ça que tu me dis qui est un père de famille responsable en tant que premier ministre, mais t'es en train de m'en passer une vite, puis t'es en train d'en passer une à toute ma gang. Mm-hmm. Et moi, comme vrai citoyen responsable, moi, j'avertis mon monde autour, puis je dis, attention, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans leur discours. Mm-hmm. Puis le discours de dire, oui, mais c'est mondial. Ben oui, c'est sûr que c'est mondial, parce que t'as pas un paquet de personnes qui contrôlent l'humanité. Ils sont peu. Mm-hmm. Le troupeau est nombreux, mais les dirigeants sont peu. Dans l'armée, c'est la même chose. T'as pas 50 capitaines, là, tu sais. T'en as 1, 2 pour une masse de personnes qui vont écouter le capitaine. Mm-hmm. C'est la même chose. C'est la même chose ici. Donc, c'est une aberration et bon, là, on pourrait en discuter pendant des heures. Mais donc, ça explique ce qui s'est passé avec le vaccin. C'est que moi, je suis sorti des rangs. Je suis sorti des rangs. Je n'ai pas fait comme la plupart de mes confrères et consoeurs qui n'ont pas vu la même chose que moi, que je n'ai pas accusé d'être des moutons, que d'être des suiveux, que d'être des imbéciles. Je n'ai rien dit de tout ça. J'ai simplement dit, moi, je préfère attendre, s'il vous plaît. Mm-hmm. Et on m'a répondu grossièrement, non, si tu attends, on te fait perdre ta job. Partout où tu pourras travailler, ça va être impossible, en plus de ne pas aller au restaurant, de ne pas pouvoir voyager, ainsi de suite. On va te pointer du doigt, on va faire de toi quelqu'un de dangereux pour notre société, on va faire de toi un fou. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire croire à bien des gens, parce que quand je suis monté sur au Gémeaux, j'avais une intention très précise. Et si quelqu'un prend la peine de réécouter le discours que j'ai fait, c'est un message
un peu crypté, mais pas complètement. C'est-à-dire que je m'en vais dans une direction où tu es obligé de réfléchir légèrement pendant que je parle pour faire « Ah, où est-ce qu'il s'en va? » C'est un peu comme des textes d'humoristes bien connus d'une autre époque qui nous faisaient réfléchir parce que pendant qu'ils parlaient, tu te disais, ah, OK, dans le fond, c'est pas ça. OK, c'est ça qu'il est en train de me dire. Ça y est, le sous-texte qu'on appelle. Ouais. Ben, moi, c'est ça que j'ai fait. C'était un très beau message, d'ailleurs. C'était un très beau texte. On voit que ça a été réfléchi. Puis, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai écouté le speech, c'est que tout était dans le respect absolu. C'était comme ton speech, c'était comme un art, en fait, un peu. Hein? Mais tu l'as bien compris. Merci. Tu l'as bien compris. C'était un peu comme un poème ou une chanson. C'était réfléchi pour chaque segment. Ouais. Et je m'adressais à une foule qui est ma grande famille que j'ai depuis extrêmement longtemps. Je suis probablement celui qui a la carte la plus récente ou parmi les 5-10 dans la salle qui faisaient ce métier-là depuis le plus longtemps. C'est pour ça que je parlais d'ancienneté au début de mon message en voulant dire l'ancienneté, d'habitude, on la respecte. On la respecte parce que le gars qui est dans une caserne de pompiers depuis 20 ans, puis toi, t'arrives, tu l'écoutes. Il va te dire comment ça marche les douches, il va te dire comment ça marche les camions, puis quand est-ce qu'on fait ça, quand est-ce qu'on fait pas ça, tu sais, dans le sens où t'as bienvenue, mais suis ce qu'on a déjà établi qui fonctionne. Puis moi, j'avais besoin d'exprimer à cette gang-là, de dire, vous êtes tous des influenceurs. Mais faites pas juste des influences pour dire que la bouffe était bonne à Cuba, là. Ça, c'est pas de l'influence, ça, c'est du vantardisme. C'est que ça se dit-tu, peu importe. C'est de la vantardise. Mais quand c'est le temps, par exemple, de dire là, on a juste 30% de la population qui va voter aux élections. Et les élections, c'est là qu'on élit notre chef qui va prendre le contrôle. Et il venait de faire un contrôle complètement brouillon, n'importe quoi, avec le COVID. Il nous a mis dans une situation extrêmement précaire. Il a fait en sorte qu'il y a des gens qui sont morts. Il a pas rien aidé par rapport au vaccin. Il a divisé des familles. Ça a été une catastrophe, du début à la fin. En nous disant tout le temps qu'il était là pour nous protéger. Personne ne peut dire le contraire. Ben non, personne va s'opposer à ça, sauf les médias de masse les plus puissants. Eux autres, ils vont toujours protéger ou ils vont pas nommer. Évidemment, ils sont payés par l'État. Il faut comprendre, là, tu frappes pas sur la main qui te nourrit, tu mords pas la main qui te nourrit. Mais tout ça pour dire que quand je dis aux Gémeaux, devant toute ma communauté, en direct, à la télévision, dans un gala qui est extrêmement occupé, je dis allez voter. Bien sûr que mon message premier, c'est de dire allez voter au niveau provincial, au niveau des élections de nos élus. Et après ça, je fais une petite courbette pour dire vous pensez que je parle d'élections? Non, je parle juste de voter pour les séries. Et je profite de ça pour, oui, volontairement, planter, en fait, disons, remettre la monnaie de sa pièce à Louis Morissette et à Guillaume Lepage, qui sont deux personnes que j'ai très bien connues dans l'intimité. Guillaume Lepage un peu moins, mais Louis Morissette très, très bien. J'étais là à ses 40 ans, au Mexique, avec lui, avec 4 chums. Tu comprends que quand tu dis que t'es un proche, là? Et lui, de s'amuser à rire de moi, tout le monde en parle alors que je suis pas là pour me défendre, et à rire de moi parce que je disais, moi, je vais attendre le Medicago, puis c'était ma seule option de sortie, c'est-à-dire, je pouvais pas juste dire, je veux pas le vaccin, j'ai dit, je vais attendre le Québécois parce que je pense que c'est pas de l'ARN messager, puis j'ai confiance aux chercheurs qui ont exprimé dans quelle direction on s'en va avec cette sorte de vaccin-là. Alors, je me dis, je vais l'attendre, oui, je vais gagner du temps, puis s'il fait mon affaire puis qu'il est bien coté, ben, ce sera le moins pire de la gang, j'imagine. Et là, il s'en va rire de moi, tout le monde en parle. Il faut comprendre le contexte, il faudrait que les gens puissent aller retourner voir ces émissions-là. Et Guillaume Lepage qui se moque de moi, alors que je lui ai parlé personnellement plusieurs fois en lui disant ceci. J'ai dit, Guillaume, il y a seulement un discours qui sort dans ton émission, alors que c'est une émission, pour moi, de service public. Tout le monde en parle, ça veut dire que tout le monde parle de tout. Et donc, que tu devrais recevoir des gens qui pensent pas tous de la même façon. C'est là qu'on va être capable de se faire une bonne opinion. Puis c'est là qu'on va voir si on est dans la bonne direction ou pas. Hein? Le oui, le non. Alors, tu as des politiciens qui viennent te dire à quel point c'est important le oui, puis tu as des politiciens qui viennent te dire à quel point c'est important le non. Bien, comme public, tu fais ton choix là-dedans. Eh bien là, on n'avait pas ça. Sous prétexte que c'est dangereux, puis sous prétexte que ci, puis que ça, puis que ci, puis que ça, mais pas d'information réelle, juste de la peur. Moi, je peux te promettre que quand je saute en parachute avec quelqu'un accroché en avant de moi, je peux lui demander son NIP, il va me le donner. Parce que quand tu as de la peur, tu n'es plus en train de réfléchir. Et là, puis là, je le vois, ça.
Je vois qu'on est en train de bourrer les gens de peur pour plus que ça réfléchisse. Ça ne fonctionne pas. Alors, tout ça pour dire que j'en profite au passage pour lancer un message très personnel à Guillaume Lepage et à Louis Morissette. Je leur dis devant tout le monde, je leur fais une petite blague comme si Louis Morissette n'était pas un grand acteur parce qu'il pleure, puis je dis Guillaume Lepage, toi, ben, si jamais les gens disent de toi que t'es humble, t'es respectueux, puis t'es gentil, ça, c'est un rôle de composition. Ça veut dire que c'est l'inverse de ce que tu es vraiment parce que je trouve qu'il est prétentieux. Et parce qu'il m'a planté devant tout le monde, et ça, c'est un manque de respect. Ouais. Alors, je fais ça devant tout le monde pour leur dire en même temps, moi, quand j'ai quelque chose à vous dire, je le dis dans vos faces et devant tout le monde et en direct. C'est-tu assez, tu sais, concret comme vérité, mettons, comme authenticité? Et bref, ça tourne en dérape. Et les gens se mettent à dire de moi que j'ai voulu bloquer la personne qui me suivait, qui faisait un reportage. Ben, au contraire, elle s'est ramassée, tout le monde en parle, puis elle a eu de la visibilité comme jamais. En mais ça, on n'en parle pas, ça. Mais ça, on n'en parle pas jamais. Et quelqu'un qui s'en va revendiquer quelque chose dans un gala, puis qui prend la peine de s'en aller sans avoir d'invitation, ben c'est quelque chose que tu peux mentionner parce que je suis pas allé dire n'importe quoi. Je suis allé dire, ne nous brisons pas entre nous. S'il y a une chose que je sens qu'on a besoin au Québec, c'est d'être unis, mais une vraie unicité, pas une unicité si tu penses comme moi. Parce que non, au contraire, c'est la vraie diversité qui fait en sorte qu'on devient plus fort en faisant « Ah, ton idée est bonne là-dessus, ton idée est bonne là-dessus. » Alors bref, ça fait un deuxième coup au niveau médiatique. Alors, il est anti-vax. Ça va pas bien, hein, au niveau média. Il monte sur scène et il dit n'importe quoi. On ne comprend pas ce qu'il dit. Ben là, t'es bien placé pour passer pour un fou. Alors là, tout ce qui te reste à faire dans ton bureau là, de médias, c'est de faire, c'est quoi la prochaine affaire? C'est quoi la prochaine affaire? Mon Dieu, alléluia. Il vient de nous donner sur un plateau d'argent la bonne raison de l'éliminer à tout jamais. Il vient de faire une blague raciste. Alléluia. Alléluia. Alors, celui qui nous dérangeait par rapport au vaccin, parce que peut-être qu'il aurait fait réfléchir un petit peu la population avec d'autres personnes qui n'osaient pas parler, mais bon. Et en plus de ça, qui s'en va faire quelque chose de complètement dangereux. Il s'en va sur un gala parler. Ben oui, c'est un artiste qui est là depuis 40 ans, mais s'il va parler et puis il dit des choses... et là, finalement... Alors, quand tu regardes ça, froidement, de quelle façon tu arrives à te battre contre ce monstre-là qui décide d'envoyer une pensée dans une direction bien précise? Je me le demande, mais je sais que ce qu'il faut, c'est qu'on se réunisse. Ce qu'il faut, c'est qu'on commence à réaliser que les dirigeants sont pas toujours là pour notre bien. C'est de parler aussi des choses positives aussi, tu sais, parce qu'on l'a dit un peu en début dans l'entrevue, mais on parle beaucoup de ce qui est négatif, parce que c'est ça qui fait vendre les journaux, mais c'est important de parler du bien aussi, du message en arrière. Bref. Oui. Merci de nous parler de ça. Je pense qu'on a encore long à dire, mais... C'est une longue préambule que je te souhaite de couper un peu, mais oui. Ça servira pour plus tard dans mon... On verra, puis on va regarder ça ensemble aussi au montage, de voir qu'est-ce qu'on laisse ou qu'est-ce qu'on laisse pas. Mais... avant qu'on passe au prochain segment qui est un peu plus jovial. Ben oui. Comment, pour mettre une boucle un peu sur ce qu'on vient de parler, comment est-ce que quelqu'un se relève de ça? Comment est-ce que, c'est quoi ton plan de match pour, parce que nous, on veut le voir, Guillaume Lamétivierge à la télévision. On veut le voir au gala. Comment est-ce que tu reviens? C'est une excellente question. Je sais pas comment tu reviens parce que, écoute, ça va loin quand tu regardes un constructeur de meubles comme Meubles RD qui t'engage en te disant « Moi, je pense que tu es un bon Jack, puis je te veux dans ma pub », quand lui-même se fait refuser par Radio-Canada de passer cette pub-là en ondes, alors que tu es dans le même bye-bye qui vont te ramasser encore une fois. Il y a quelque chose de pas logique avec tout ça. Il y a quelque chose de dramatiquement discutable. Alors, je sais pas comment tu reviens, mais tu ne peux pas empêcher les gens de gagner leur vie. Et dans ce temps-là, je pense que ma responsabilité à moi, c'est de trouver la façon de pouvoir revenir, comme tu dis, mais dans une façon de faire qui va être collée sur ce que je suis réellement.
Parce que faire semblant, il y a une limite, il y a une date d'expiration à ça. Mm-hmm. Tu peux pas faire semblant trop longtemps parce qu'à un moment donné, tu n'es plus en symbiose avec qui tu es réellement. Mm. J'adore rire, j'adore faire rire, j'adore réfléchir, j'adore les belles discussions. J'aime avoir des gens inspirants autour de moi. Tout ça doit exister pour un retour médiatique. Je suis là pour divertir, je suis là pour changer les idées. Je veux pas juste être là à jouer au prof d'école. C'est pas ça. C'est juste que là, je te partage ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai vu, ce que j'ai compris de tout ça. C'est important d'en parler aussi, d'ailleurs. À un moment donné, c'est que tu veux avoir quoi? Juste des pantins ou tu veux avoir des gens aussi qui expriment ce qu'ils font profondément, tu sais? Voilà. Puis, ce que je fais, moi, c'est un peu de tout faire ça, de mélanger tout ça ensemble. Alors, est-ce que c'est de revenir avec un podcast, avec un talk show, avec... Puis, l'ouverture des podcasts, comme ce que tu es en train de faire, il y a 10 ans, peut-être que tu n'aurais jamais envisagé de faire ça. Là, c'est quelque chose qui se fait. Il y a une possibilité. C'est comme si on avait donné... Ça, c'est de la vraie démocratie. C'est qu'on permet à peu près tout le monde de pouvoir se faire une émission. Tu peux prendre ton téléphone, peser sur record, puis envoyer ça. Et si les gens sont intéressés à cette discussion-là que tu as avec la personne, ben ça peut être écouté par plein de monde, puis les gens peuvent te suivre, puis ils peuvent même être abonnés à toi, puis là, ça peut te donner un revenu. Ouais. Il y a plein de possibilités maintenant. Moi, il y a longtemps que je rêve de créer une chaîne de diffusion. Okay. Une vraie chaîne de diffusion avec plusieurs styles sur cette même chaîne-là. Donc, plutôt que de faire une chaîne YouTube, par exemple, ce serait de créer une chaîne de diffusion Guillaume Lemaitre-Vierge, GLT TV, par exemple, où tu permets à des gens de venir diffuser du matériel sur ta chaîne parce que la force du nombre, ben, ça demeure toujours ce qui est le plus puissant. Alors, si tu es capable de te rassembler, s'il y a plusieurs personnes qui se disent « Hey, on va cohabiter sur une même chaîne », ben éventuellement, tu peux créer un genre de Netflix québécois, de YouTube québécois. Tu peux créer une nouvelle plateforme parce qu'on a toutes les ressources, on a les compétences, on a le talent, on a les gens qui sont là pour l'écouter, pour l'aimer, pour le critiquer même. Puis tant mieux s'il y en a qui se mettent à critiquer les émissions, disent ça, j'ai aimé ça, ça, j'ai pas moins, mais ça, j'ai moins aimé ça. Il faut que tu aies la possibilité de te réunir à un endroit et non pas avoir un endroit qui va dire « Toi, je te veux, toi, je te veux pas, toi, je te veux, toi, je te veux pas. » C'est ça, la démocratie, c'est d'accueillir les gens, tu sais. Puis la liberté d'expression, elle est primordiale. Il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir échanger les idées. Parce que si je te partage pas mon idée, tu pourras jamais changer d'idée et vice-versa. Tu sais, évoluer, pour moi, c'est comme ça. Alors, j'imagine peut-être créer une plateforme. J'ai de la misère avec le fait d'attendre que quelqu'un me redonne ma chance. Parce que je considère pas que j'ai fait une erreur qui mérite que je n'ai plus de chance. Ou de me faire dire, là, tu reviens, et ça, je me suis fait dire ça plusieurs fois, tu reviens, mais je veux pas que tu parles de rien, nulle part. Ça aussi, ça fait mal, parce que si toute ta vie, tu as été quelqu'un qui est authentique, et là, on te dit, là, ne le sois pas. Joue la game. La game de on est beau, on est gentil, puis on aime tout le monde, puis on accepte tout, et on n'est pas en contradiction jamais. Ben, pour moi, ça fait des gens qui sont... Ben, c'est pas moi. C'est pas moi, ça, cette personne-là. Moi, j'ai besoin de dire les choses telles qu'elles arrivent, et je peux aussi très bien animer un spectacle où je peux jouer un rôle et ça change pas. Tout ça ne change pas le grand acteur que t'es, ça change pas les grands éclats. Tu sais, Guillaume, il est encore là. Bien sûr. Puis je pense aussi que, avant qu'on passe au prochain segment, là, que des gens comme toi sont essentiels dans la société pour déranger. Il faut déranger, hein, parce que si un papillon, si une chenille n'enlève pas sa carapace, ça ne deviendra jamais un papillon. Fait que je pense que des gens comme toi sont essentiels dans la société, que les gens aiment ça ou pas, pour faire avancer les choses d'une façon différente, peut-être que d'habitude. Fait que je t'envoie des fleurs pour ça. C'est gentil. Je le pense aussi. Puis des gens comme toi qui reçoivent des gens comme moi. Parce que tu le vois quand quelqu'un est dangereux dans ses propos. Tu sais, si j'étais là pour vous dire depuis tantôt que tel genre de personne ne devrait pas exister, j'ai même pas nommé ça de nos dirigeants qui, je trouve, nous ont amenés dans le mur.
J'ai pas dit qu'il devrait être éliminé, qu'il devrait être banni ou qu'il devrait être tué ou qu'il devrait être... J'ai juste dit, je pense que t'as pas les compétences pour nous diriger. Qu'il y a des faits qui sont là aussi pour démontrer ces affirmations-là. Là. Effectivement. Mais c'est une très bonne question à savoir de quelle façon. Puis, comme je disais, c'est la première fois que je viens m'asseoir. Puis, je m'étais dit, en m'en venant dans ma voiture, j'ai dit, fais attention, Guillaume, tu peux pas t'ouvrir complètement. Puis, vois-tu, c'est plus fort que moi que d'être avec ma vérité. Et je pense que plus on essaye d'étouffer ça chez quelqu'un, quand ça sort, ça peut sortir tout croche. Parce que justement, la personne va avoir une espèce de « Ah, là, je peux-tu parler? Là, je peux-tu dire? Là, je peux-tu exprimer? » Ce qui fait que je sens qu'il y a eu de l'injustice. Puis quand tu le fais pas juste pour toi. Tu le fais jamais juste pour toi. Moi, je le fais par rapport à tous ceux qui se sont fait éliminer. Éliminer, là, tiens, de façon grossière, vulgaire, méchante, violente. Non, on ne peut pas agir de la sorte. On ne peut pas faire de l'intimidation en disant « ne faites pas d'intimidation ». C'est un non-sens. Ça fonctionne pas. Fait que je suis content que tu me dises « ben tant mieux, c'est utile des gens comme ça dans notre société ». 100%. Et je le pense, moi aussi. Je 100%. Le pense. Je pense que c'est pas pour rien non plus que Elon Musk a acheté X pour quelques milliards de plus que qu'est-ce que ça valait, parce qu'un peu comme toi, il croit que la libre expression, c'est nécessaire. C'est parce que c'est la dictature, sinon. C'est la dictature. Et ceux qui ne le voient pas, c'est correct. Ils ont le droit de pas le voir. Mais si tu dis, non, la liberté d'expression, c'est dangereux. Écoute, là, on est dans deux écoles de pensée complètement différentes qui doivent s'écouter les uns les autres pour essayer d'apprendre à se connaître. Mais moi, j'ai besoin que quelqu'un me prouve à quel point la liberté d'expression peut être antidémocratique. J'ai l'impression que c'est exactement l'inverse. Puis les gens qui vont de méchanceté ou de gratuité, c'est rare qu'ils sont écoutés très longtemps. Puis c'est la première intervention que j'avais faite à Tout le monde en parle qui a créé la pointe de l'iceberg qui a tout détruit ça. C'est que, d'abord, j'ai coupé Guillaume Lepage en lui disant, il y a Éric Duhaime, c'est un futur chef peut-être, mais c'est un chef de parti qui est peut-être un futur premier ministre, on le sait pas. Il est ici pour parler, est-ce que je peux l'entendre? Parce que Guillaume s'amusait à le ramener sur ce qu'il avait dit à la radio, mais Guillaume n'a pas de leçon à donner à personne. Parce qu'avec RBO, ils ont été méchants, ils ont été violents, ils ont été stupides, ils ont été grossiers, ils ont été destructeurs de plusieurs personnes. Je pense juste à Belgazou. C'est une chanteuse qui ont fessé dessus là, d'une façon là, tellement gratuite. Là, c'est des gens qui ne devraient pas faire des leçons à grand monde. Ça, c'est sûr. Alors, quand je fais un instant, Guillaume, parce que là, je suis pas capable d'entendre qu'est-ce qu'il a dit, ce gars-là, il l'a tellement mal pris, Monsieur Lepage, que dans un des articles qu'il a fait où on lui demandait de résumer sa saison complète de Tout le monde en parle, il s'est attaqué à une personne, c'est-à-dire à moi, en disant ce que Guillaume Lemaitre-Vierge a dit parce qu'on était live, je l'aurais tout calissé aux poubelles. Il a utilisé ces mots-là à la presse. Alors, tout a commencé là. Ben ça, c'est un bel exemple de la liberté d'expression que je dis qui est dangereuse. En fait, si tu penses comme moi, t'es safe. Alors, ben ça, c'est de la dictature. Vraiment. C'est fou, hein? C'est assez spectaculaire, puis ça me fait dire que je suis encore plus content de faire le podcast puis d'avoir une raison d'être à travers tout ça. C'est utile. Le dialogue. Puis, tu sais, en ce moment, on a bien peur des dirigeants de l'autre côté aux États-Unis. On a peur d'Elon Musk. On a peur. Mais il faut tranquillement respirer par le nez. Et il faut tranquillement commencer juste à accepter d'entendre des choses qui ne sont pas... Tu sais, j'ai pas de conseil à donner, mais j'ai envie de dire aux gens, tu sais, quelqu'un qui te crie après pour dire « Attention! » À un moment donné, laisse-le crier, mais va voir le message derrière des gens qui parlent calmement. Entends. Quand quelqu'un essaie de te craquer puis à te faire peur, puis c'est dangereux, puis c'est... Je pense que c'est une personne qui est en perte de contrôle de sa propre... de sa propre personne. Puis, 100%. Tu sais, imagine au front, là, toi, là, attention! Hey, à un moment donné, tu vas dire, arrête de me crier attention, dis-moi juste, à droite ici, il y a quelqu'un, c'est dangereux. Bon, mon cri, parce que ça saute partout. Là, oui, je veux bien. J'entends. Mais je comprends ton point aussi. C'est parce que faire paniquer quelqu'un, c'est de lui enlever toute
sa mobilité, toute sa réflexion, c'est de lui enlever son autonomie. Mm-hmm. Puis c'est grave d'enlever l'autonomie des gens. On nous dit sans arrêt qu'on doit rendre nos enfants autonomes. Puis là, on est donc inquiète pour l'avenir parce que là, les enfants sont plus autonomes, puis ils sont plus capables d'aller chercher des loyers, puis ils travaillent d'une façon un petit peu flasque. Puis ben, on est en train de faire la même chose, mais avec les plus vieux, avec ceux qui ont le contrôle de protéger notre société, donc de protéger notre avenir, les enfants. On est en train, eux autres aussi, de leur casser les jambes en disant « Je t'enlève ton autonomie, je vais te faire peur, je vais te traumatiser. » C'est très profond. C'est très profond. C'est une question qui se doit d'être... pas une question, mais un sujet qui se doit d'être parlé. Je suis content qu'on en ait parlé. Oui, on passe à autre chose. Tu veux-tu faire... On allège un peu l'atmosphère, là, une question flash. OK, fait qu'on y va avec 1 minute. Je te pose... on va y aller à 1 minute, on n'a pas réussi à toutes les faire. On va y aller à 2 minutes. OK. On va y aller à 2 minutes, tu réponds au plus de questions possible. OK. Si tu veux pas y répondre, on passe. Je dis flash, puis on passe ça. Je t'écoute. Ton émission ou ton film préféré? Bobino. Ton acteur préféré? Tom Cruise. L'acteur avec qui tu as aimé travailler le plus? Claude Legault. L'acteur avec qui tu as aimé travailler le moins? Claude Legault. OK. Ton rôle préféré? Nitro, Max. Super bon film d'ailleurs. Le rôle que tu as toujours voulu jouer? Tout ce qui est film d'action. Donc, Mission Impossible. Ta plus grande fierté? Me donner le droit de réfléchir. Pour toi, la richesse, c'est? C'est la souveraineté au niveau de la maladie, au niveau de la pensée et au niveau de la... de ne pas dépendre des autres. C'est ça la richesse. Bien dit. Comment t'écrirais-tu en un seul mot? Une petite tornade, mais qui ne fait pas de mal à grand monde. Ton héros à toi, Guillaume, c'est qui? Mon héros, c'est les gens qui se tiennent debout. Le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Reste toi-même. Ta pire phobie? Les fonds de lac. Les fonds de lac? Ouais. Ah, j'ai peur de me quelqu'un baigner qui dans saute un en lac. parachute? Ouais, pêche-moi au milieu d'un lac. Tu veux savoir de quoi d'un peu bizarre? Des fois, je me prends à même avoir peur dans la piscine à nager vite, juste au cas. Pogner une algue dans le lac, là. C'est épouvantable. Niaiseux de même. Le moment le plus marquant de ta carrière? Le moment le plus marquant de ma carrière. Il y en a tellement eu que... C'est parce que, oui, t'as plein de beaux moments marquants, là. Hey, je suis pas capable de répondre. Mais le plus marquant, je vais te dire le lancement du film Le Matou à Québec devant une grande foule qui m'applaudissait pour la première fois de ma vie. Wow! C'était en quelle année, ça? C'était en 1985, je crois. Ça fait longtemps, mais incroyable. C'est ça. T'es ticu, t'as 7 ans et demi, puis là, alors on vous présente Monsieur Émile que vous venez de voir dans le film, puis là, t'arrives sur scène, puis il y a une foule qui applaudit. Surtout pour un enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être assez phénoménal. Ouais, c'est assez phénoménal, ouais. Fait que là, sans vouloir faire une joke plate, mais j'imagine que tu as un peu plus de temps de libre ces temps-ci. Tu te concentres sur quoi? C'est quoi tes projets? Parachute? Moi, je suis quelqu'un qui est très passionné d'immobilier. J'ai des terres. J'aime aller dans le bois. J'aime m'occuper de couper du bois, de faire des pistes pour mes enfants éventuellement. Je suis aussi plongé dans l'immobilier. Je suis à développer des projets. Je suis en tournage de ce temps-ci avec une minuscule équipe sur des projets de rénovation. Je suis quelqu'un qui est en train de faire un beau projet de rénovation. Et puis, ça me fascine. Moi, j'ai toujours aimé ça. Transformer des maisons, les améliorer concrètement, là, pas les maquiller, mais les améliorer concrètement. Alors, je tourne de ce temps-ci. Je suis en train de développer un projet aussi pour faire une série humoristique que j'aimerais tourner avec des amis. Puis, c'est ça. Fait que mes journées sont remplies, mon cher ami. Écoute, je sais parce qu'on nous voit pas, des fois, on a l'impression qu'on fait rien, mais c'est souvent pendant ce temps-là qu'on est en train de placer nos affaires. Alors, c'est des rencontres, c'est des
meetings, c'est des retours d'appels de choses que tu n'as jamais le temps de faire. C'est du ménage dans ta vie aussi, dans ta vie matérielle, de te débarrasser de choses, mais dans ta vie intérieure aussi. Puis je sors d'une période où j'ai dû voir des psychologues, psychiatres pour réussir à garder la tête hors de l'eau pour pas sombrer. Parce qu'à un moment donné, t'as de la misère à respirer, comme je disais tantôt. Puis d'ailleurs, petite parenthèse, là, je m'échappe, psychologue, moi aussi, je consulte, puis je pense que tout le monde devrait consulter à un point ou un autre dans sa vie. Je pense que c'est essentiel de parler avec des professionnels. Bref, c'est une petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent. Tu as tout à fait raison, c'est important de parler, je suis d'accord avec toi, ça fait du bien énormément. Fait que t'es occupé, ça lâche pas. Si jamais tu fais de l'immobilier, petite parenthèse, je suis courtier. Fait que si jamais tu courtier immobilier, c'est bon à savoir ça. T'as besoin d'un coup de main, je suis là pour t'aider. Puis sinon, tu peux rester pour le prochain invité. C'est un pionnier de l'immobilier au Québec, un des personnes les plus connues au niveau des flips surtout. Puis oui, je vais m'intéresser à ça certainement. Fait que voilà. Mais super, fait que des journées occupées, c'est le fun de voir que tu chômes pas. Je chôme pas, puis aussi c'est que j'ai la possibilité de m'occuper de mes enfants énormément. Ça, c'est précieux que l'école t'appelle, le petit file pas, ou bien il y a une sortie de patin, puis il faudra aller aider à attacher les patins, ou peu importe. Alors, la disponibilité envers mes enfants, ce que j'ai moins eu avec ma grande fille de 24 ans aujourd'hui, quand j'étais et elle était toute petite, moi, j'étais en tournage sur Nitro, les 3 petits cochons, Casino. Tu sais, je travaillais beaucoup. Alors, ça fait que t'es un père absent. T'es un père qui manque bien des occasions, puis qui voit pas son spectacle de fin d'année. Puis ça fait mal après coup. Tu te rends compte que ça a été pas une erreur parce que on vit notre vie d'adulte puis de parents. Tu peux pas racheter de tu peux pas racheter ça. Fait que j'essaie de je suis là, je suis disponible pour mes enfants, pour mes amis. Je suis disponible aussi pour prendre le temps d'être dehors en hiver. C'est important pour moi d'être dehors le plus possible. C'est là que je m'oxygène. Je vais faire des baignades dans la rivière glacée après un sauna. Wow. Je prends le temps de discuter aussi des belles conversations, des longues conversations avec des gens intéressants. Moi, tu m'as surpris tantôt. Là, il est quoi? Il est 1h. Tu es allé faire du ski un matin. Oui, j'ai fait 4 descentes ce matin de ski. Il faisait incroyable. Il était à moins 23 ce matin. Mais c'était juste pour m'oxygéner, puis juste pour il ne pas avoir grand monde sur les pistes non plus. Là, il n'y avait pas un chat, ça c'est merveilleux. Quand il fait froid, puis c'est le matin, il n'y a pas personne. Mais je veux rester mentalement allumé, je veux rester physiquement en forme. Je pense que c'est ça qui est le plus précieux, c'est d'avoir une forme de santé qui fait que tu évites les hôpitaux le plus possible. Tu y vas quand tu en as vraiment besoin, mais... La santé mentale, c'est aussi la santé physique. Hein. Je pense qu'on se doit à nous-mêmes d'être la meilleure version de nous-mêmes tout le temps. Puis la santé physique, je pense que c'est une bonne partie là-dedans. Effectivement. Ça nous amène au prochain segment. Oui. La fameuse question corsée. Oui, vas-y. Je connais pas les questions. Je te laisse piger une question. Je connais pas les réponses. C'est ça. Fait que ça va être une surprise pour tout le monde. Parfait. Oups, j'en ai plus plusieurs. Je ne sais pas. Je vais mettre ça là. Et puis j'arrive à un moment où je commence à avoir des lunettes là. Après tant d'années à raconter des histoires à travers tes rôles et projets, qu'est-ce que tu n'as pas encore raconté, mais qui te brûle de le faire? On a parlé beaucoup. Je crois que, moi, je crois que c'est... on connaît bien notre histoire à nous. Je pense que de raconter mon histoire, puis ça intéressera qui ça intéresse, mais de faire un peu un survol de ce que j'ai eu comme éducation qui pourrait permettre à bien des gens de comprendre pourquoi je pense différemment et pourquoi des fois le côté marginal m'excite plus que le côté conformiste. Est-ce que tu as pensé faire un documentaire? Oui, j'y pense. Ça aussi, ça fait partie des projets sur lesquels je travaille. Ça serait super intéressant, ça. Oui, mon problème est toujours le même, moi. C'est beaucoup de possibilités, mais je commence par quoi? C'est ce qui m'a été très utile dans les projets que j'ai faits par des films, par des séries, c'est que moi, quand j'ai la possibilité de faire bien des choses, je suis comme bien du monde. Hein? Tu regardes ton ménage, tu fais, il faudrait que je commence par sinon ça va être là. Tu sais pas par quoi partir. Sais-tu comment qu'on mange un éléphant? Une bouchée à la fois.
Moi, je le dis pas mal tous les jours, ça. Oui, t'as raison. T'as tout à fait raison là-dessus. Je pense que tu es capable. Je pense qu'on est tous capables de grandes choses. Chaque humain sur la Terre est capable d'accomplir des choses que même notre imaginaire le plus fou pourrait pas concevoir. Mais toi particulièrement aussi, parce que tout ce que tu fais, des sensations fortes. Fait que je suis sûr que peu importe le projet. Mais moi, j'aimerais ça voir une biographie de toi, un documentaire, je pense que ça serait super cher. Ben, ça expliquerait bien des choses. Ça serait très intéressant aussi pour pas demeurer aussi dans la colère puis la haine, ce qui est encore présent en moi. Je le vois, je le vis, je le ressens quand je parle. Mais c'est d'aller revisiter une époque aussi. Une époque où on voyait la vie d'une façon bien, bien différente. En tout cas, mes parents le voyaient d'une façon bien différente. Moi, j'ai vécu cette époque-là qui était vraiment autre chose. Puis, juste pour peut-être expliquer à mes enfants qui je suis, peut-être pour qu'ils puissent connaître leur père concrètement. Parce que moi, j'ai connu mon père de ce qu'il m'a raconté de lui. Mais si j'avais eu l'occasion de voir un documentaire, même chose sur ma mère, pour vraiment suivre les étapes, puis la chance que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en image. Parce que j'ai fait de la télévision toute ma vie, alors toutes les époques sont disponibles ou sont. T'as-tu encore des DVD à la maison? Des VHS. Des VHS? Oui, wow. J'ai encore des boîtes de VHS qu'il faudrait que je transfère tranquillement pour aller rechercher ces images-là. Un autre projet. Fait, ma mère disait, il faut que tu vives comme si, il faut que tu aies des projets comme si c'était immortel. Et chacune de tes journées, vis-les comme si c'était la dernière. Vis-les comme si c'était la fin. Parce que comme ça va te faire profiter de chaque moment un peu mieux. On a lu-tu une dernière? Ah oui. Absolument, on en va avec une, mais là, t'as trop bien répondu. Je suis capable de la lire. Je vais la mettre à l'endroit pour commencer. Si demain, tu devais tout abandonner, la télé, le cinéma, la scène, que ferais-tu de ta vie? Alors, moi, je serais un excellent, gentil organisateur. C'est-à-dire que je peux t'organiser une fin de semaine très, très, très agréable. Ah ouais. Je serais du genre... moi, ma blonde, elle s'ennuie pas pantoute. Moi, elle est tout le temps en train de me dire « Wow, calme-toi, on va pas tout faire ça, là. T'as trop de projets. » Mais je peux divertir grandement quelqu'un à l'accueillir, puis avec des discussions. Je serais du genre à faire un centre de santé, mettons, ou un centre de bien-être, où les gens viennent décrocher. Ça coûterait probablement beaucoup moins cher que d'aller dans le sud. Peu importe la météo, on aurait des affaires tripantes à faire. Puis je me promènerais dans toutes sortes de disciplines différentes. Fait que je me promènerais entre la méditation, le yoga, le parachute, aller faire un tour de moto, aller faire du patin à roue alignée. Tu sais, quelque chose. Tu fais de la moto aussi? Ouais, moi, j'ai traversé les États-Unis au complet en moto à l'âge de 18 ans. Je suis parti. Wow! C'était quoi le bicycle? J'avais un GS 750. OK. À 18 ans, je suis parti en diagonale, donc Canada, mettons Las Vegas jusqu'à Los Angeles. Je suis remonté après ça, puis j'ai retraversé le Canada pour revenir. Quel trip incroyable, hein? Ouais. J'ai vécu pas mal d'affaires. Dans le fond, on n'a pas abordé ces affaires-là. Puis ça explique peut-être aussi pourquoi j'ai autant une revendication. Tu sais, moi, je suis pilote d'avion, je suis pilote d'hélicoptère. Quand tu fais ce genre d'apprentissage-là, on te met dans des difficultés, on te met en panne moteur, on te met dans des situations précaires où tu dois sauver ta vie ou celle de tes passagers. Quand tu fais ton cours de tandem, on te montre des vidéos de gens qui sont décédés pour te sensibiliser à telle erreur, il faut pas la recréer, puis tout ça. Tu sais, quand tu fais ton cours de parachute, même chose. Fait que j'ai frôlé, là, je m'en vais faire, au moment où on se parle, là, je pars la semaine prochaine pour aller apprendre du speed riding. Je connais pas le terme français, alors c'est un petit parachute que tu gonfles en haut d'une montagne de ski alpin et tu fais ton ski alpin et quand il y a des pitchs, là, excusez-moi l'anglicisme, ben là, tu te mets à voler. Alors là, tu voles ta voileuse, puis là, tu retombes en ski. Fait que je m'en vais apprendre cette nouvelle discipline-là. Alors, tu me demandais qu'est-ce que tu fais de tes journées. Je les occupe, mes journées, pour ne jamais m'ennuyer, puis surtout pour apprendre quelque chose de tout le temps différent. Mais tout ça pour dire que quand tu t'en vas dans des domaines comme ça, ben c'est sûr qu'après ça, t'es pas capable de suivre la parade. Parce que tu vois les affaires qui fonctionnent pas, puis t'as envie de les dire, puis t'as pas peur de les dire, parce que t'as frôlé des fois soit la mort, ou soit t'as frôlé des situations très, très, très épeurantes, de par ton choix d'aller apprendre des affaires comme piloter un avion ou un hélicoptère ou sauter en parachute. C'est des affaires qui te demandent des capacités de concentration puis une capacité de contrôle sur ta propre personne aussi assez hallucinante. 100%.
T'as-tu encore tes centres de parachute? Oui, j'ai encore mon école de parachute. Okay. Oui, absolument. Ça, c'est situé où? On est à Joliette, nous autres. Ça s'appelle Voltige. On arrive à notre 27... Il faut que je suive l'âge de ma fille. Fait que 25e année. My God. On célèbre les 25 Voltige, peut-être que je me trompe, mais il y a juste un Voltige. Il n'y a pas plusieurs... Il y a un Voltige. Il y a plusieurs écoles de parachute. Okay. Mais il y a seulement un Voltige qui est situé à Joliette. Wow. On se spécialise dans le tandem. Et aussi pour ceux qui veulent apprendre à devenir parachutiste. Ouais. Et on a des avions qui sont là pour ceux qui ont déjà leur licence, donc qui veulent juste sauter pour le plaisir dans plusieurs disciplines. Puis je vais probablement travailler cet été à une série documentaire sur l'univers du parachutisme. Incroyable. Pour expliquer un peu que les disciplines, tomber du ciel, c'est une chose, mais il y a plusieurs façons de tomber. Il y a plusieurs disciplines et pour chaque discipline, ça demande des capacités différentes et c'est très fascinant de comprendre pourquoi quelqu'un choisit de faire des grosses formations à 20, 30 personnes en même temps qui vont se rejoindre dans le ciel, pourquoi il y en a qui choisissent de tomber la tête première ou assis en position assis, pourquoi il y en a qui choisissent de faire du relatif de voilure, c'est-à-dire les voilures, une fois gonflées, on s'accroche les voilures les unes aux autres, puis tu rentres tes pieds dans le câble de l'autre, puis là, toutes les voilures sont poignées ensemble. Pourquoi les gens vont chercher à faire ces disciplines-là, puis qu'est-ce qu'ils vont aller chercher comme plaisir intérieur? Fait que je veux décortiquer ça, parce que le saut en parachute, on pense souvent le tandem, sauter en bas d'un avion, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puis la personnalité de chaque personne qui fait ce sport-là a quelque chose de très, très intéressant. Puis c'est des gens qui viennent de tous les milieux. Fait que c'est une micro-société qui se croise et la seule valeur que tu as en tant que parachutiste dans la communauté, c'est ton nombre de sauts, ton expérience, ta gentillesse, tes capacités. Mais il y a personne qui est au-dessus d'un autre par rapport à son métier premier. Fait que moi, les policiers se font enseigner souvent par quelqu'un qui est un simple plieur de parachute. Je dis simple, mais en fait, c'est une job des plus importantes. Mais dans le sens où s'il y a plus d'expérience que lui, c'est lui qui prend le dessus et qui lui montre. Alors, je trouve que c'est une communauté extrêmement riche. Et je veux la montrer, je veux la faire connaître un peu, cette communauté-là. Fait que, un autre projet qui est... Un autre Mais je vais venir à Joliette et je vais t'encourager parce que ça fait déjà 2 ans que ma mère me demande d'aller sauter en parachute. Elle a 60 ans, elle veut absolument sauter en parachute. Ben oui. Ça n'a jamais donné, mais cet été, on va y aller. On va aller à Joliette. Avec plaisir, venez me voir, puis je vais prendre soin de vous autres. Puis il y a beaucoup de gens de 60 et même plus. Notre cas, c'est 101 ans. Ce monsieur est venu sauter il y a 101 ans. Puis ce sont des gens qui souvent apprécient énormément parce qu'on dirait que justement, leur bagage de vie, tout ce qu'ils ont vécu, les morts, les décès, les difficultés, là, name it, là, ils arrivent et ils font « OK, là, moi, je veux vivre une expérience inoubliable. » Puis c'est ça, le parachute, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Wow. Ben c'est sûr qu'on va se voir à Joliette. On arrive déjà quasiment à la fin de l'émission. On a un petit cadeau pour toi. Ah oui? Donc, on a fait faire des chandails puis des casquettes. Ah oui, c'est vrai. C'est toujours agréable, ça. C'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose pour le déplacement. On est toujours content d'avoir un beau petit cadeau. Large? On est bon. On est bon? OK, parfait. On est bon. Hey, Félicitations, Salut, mon beau. Un plaisir de t'avoir dans l'émission. Un plaisir de te voir. Moi, normalement, je suis le sommelier, puis là, je sais que tu bois pas, donc je suis pas intervenu durant cette émission, mais je suis ravi que tu sois venu. Puis moi, ce que j'aime, là, de ce que j'ai découvert de toi, ton authenticité. Moi, je te connais pas, on se connaît très peu. On s'est vu, moi, la petite anecdote, tu parlais de petite anecdote tantôt, et celle-là, elle est vraiment bonne, je trouve, parce que quand tu es venu, quand on s'est rencontré la première fois, tu t'es présenté Guillaume. Moi, je parlais avec Hugo Dubé, qui était déjà un peu mon ami. Je te connaissais pas, je suis français. Moi, la télé, je la regarde pas. J'ai pas la télé. Donc, quand t'es venu, t'as parlé du Hyundai, ton auto électrique. On a jasé ensemble. Tu es venu t'asseoir avec moi. On a mangé au restaurant ensemble. Moi, j'ai mangé avec Guillaume. J'ai pas mangé avec Guillaume le Métivier. Ouais. Et puis, ton amour des gens, tu sais, là, comment tu m'as parlé, comment tu m'as regardé comme, tu sais, un être, tu vois. Et puis, j'ai senti tout de suite une certaine fraternité, un amour des gens, tu sais, de parler, de discuter, de découvrir quelqu'un d'autre. Et je suis certain que, même si moi, je suis rien pour ton univers, tu vas réussir par la personne que tu es et non pas parce que tu dis ce que tu es. Ton intérieur, là, les gens vont le savoir, vont le connaître, vont le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'ils connaissent que ce qu'ils voient à la télé. Ils ne connaissent pas ce qu'il y a à l'intérieur.
tu vas exploser. Ah, t'es bien gentil, mais mieux que ce qu'il y avait avant, je suis sûr. Ah, ben, Ouais, c'est toujours pour le mieux. Hein, c'est quand on a certain. Donc, en plus, t'as un gars de casquette. Là, on jase. Là, on jase. J'aime ça. Là, on jase. Et puis, tu vois, là, on jase, on dit les vraies choses. Ouais, c'est comme, c'est ça. C'est l'authenticité. Ah, c'est donc gentil. C'est la bonne grandeur, ça? Oui, c'est la bonne grandeur, c'est XS. Médium, ça devrait m'aller de large aussi. C'est parfait. Sinon, tu peux l'essayer en partie, Guillaume, on va t'en donner un de bonne grandeur. Ben oui. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Puis j'aime le titre de ton balado parce que ça dit beaucoup de choses. Là, on jase. Puis à l'époque, c'était ça. C'était ça. Puis c'est une époque où on pense qu'on parle, puis finalement, on se crie après, mais on jase plus. Là, on jase. Non, complètement. Là, on jase. Ben oui, là, tu m'as laissé jaser beaucoup. Là. J'ai parlé énormément. Je suis content. On est content d'avoir écouté. Puis ça a été vraiment une super bonne conversation. Je suis content qu'on ait tes premiers depuis un moment. Qu'est-ce qui s'en vient pour Guillaume? Je veux dire, y a-tu un dernier mot que tu veux dire aux gens qui nous écoutent? C'est quoi les projets qui s'en viennent pour toi? Fait, le dernier mot, j'aurais envie de dire, c'est pas pour parler des projets ou pour plugger quoi que ce soit. C'est pour que les gens soient conscients que quand tu entends quelque chose qui est dit de quelqu'un, allez donc à la source. Quand on fait un résumé, il y a beaucoup de choses que j'ai dit aujourd'hui qui pourraient être prises de façon isolée et ça pourrait créer une autre onde de choc, une autre vague très négative. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est peu importe dans quel domaine, quand tu entends dire que quelqu'un a dit ça sur toi ou qu'un tel a... Allez donc, confirmer, 2, à la source, à la personne, pour dire, hey, écoute, j'ai entendu que tu avais dit ça sur moi. Est-ce que c'est vrai? Ben non, moi non. Attends, je vais t'expliquer. C'est que dans le contexte, puis le contexte, c'est pas une excuse, c'est les faits. En cours, là, c'est ça. C'est, attendez, le contexte, il faut comprendre que, il faut faire ça aussi dans nos échanges. Fait que moi, j'ai envie de laisser sur cette note-là parce que faut comprendre que moi, juste ce que j'ai dit aujourd'hui, ça pourrait détruire ma vie au complet, dépendamment de qui va tomber là-dessus et qu'est-ce que les gens vont en faire. Si quelqu'un décide d'écouter de A à Z mon propos, il peut ne pas être d'accord, mais je crois pas que je mérite de me faire tuer parce que, quand j'ai tué, c'est un mot qui est intense, mais c'est que ça peut mener à ça parce que quelqu'un qui est malmené et qui est expulsé de son groupe, comme je disais, c'est qu'à un moment donné, il sent qu'il y a plus de valeur humaine. Et là, tu te retournes vers tes enfants, oui, comme père, mais c'est que tu as envie de servir à quelque chose, un minimum dans la société. Fait que bref, que les gens prennent le temps d'aller écouter quelqu'un qui parle avant de se faire une opinion préconçue, pré-mâchée et surtout poussée dans la gorge. Quand tu sens que quelqu'un veut donc te faire croire que lui, c'est un méchant, moi, on dirait que c'est en train de créer l'inverse chez moi. Quand quelqu'un insiste trop pour dire, lui, il est pas correct ou elle, c'est une comme ci ou comme ça, j'ai tendance à faire, là, tu es trop en train d'essayer de me convaincre. Je vais aller me faire ma propre idée puis je vais écouter la personne. Parce que s'il y a une chose que je pense qu'on devrait avoir le plus dans notre société, c'est du respect, c'est de l'entraide, c'est de la communication, c'est de l'écoute, c'est de la vraie bienveillance, pas de la fausse bienveillance. La vraie bienveillance, c'est d'accepter que quelqu'un peut ne pas être parfait dans la vie, peut se tromper sur des affaires, peut faire des mauvaises blagues, même si ce n'est pas ce que j'ai fait. J'aurais pu faire une mauvaise blague sur d'autres choses, tu pourrais en faire une, Il faut accepter qu'on n'est pas parfait et que si on veut que tout le monde soit parfait et que personne ne dérape, ça va faire de nous des robots, mais on ne sera plus des humains demain. Et c'est pas ça la beauté de notre expérience sur la vie, sur la Terre. C'est de vivre l'expérience humaine telle qu'on est réellement. Tu sais. C'est ça que j'ai envie de dire comme Mesdames et messieurs, c'est beau. Guillaume Lemaitre-Vierge. Merci.